Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Depuis 2006, le 10 mai, donc aujourd'hui, est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. On va donc parler, nous, ici, d'esclavage, mais de l'esclavage dont on ne vous parle pas, l'esclavage qui n'a pas le vent mémoriel en poupe. S'il est important de connaître le passé et la responsabilité de la France, la traite arabo-musulmane, par exemple, n'est jamais évoquée par les vendeurs de moraline comme Benjamin Stora. Une traite qui pourtant a concerné 17 millions d'esclaves contre 10 millions pour la traite européenne. On pourrait aborder également les pays pratiquant toujours l'esclavage. Une question également peu abordée par Benjamin Stora, Madame Taubira et consorts, qui s'inquiètent aujourd'hui de l'esclavage sous fond de crise migratoire sur le continent africain, en Mauritanie, en Libye, où des marchés aux hommes ont vraiment cours, qui parle de la Chine avec les Ouïghours, du Bangladesh, alors qu'un rapport de l'ONU de 2017 parle de 40 millions d'esclaves dans notre monde moderne aujourd'hui. Donc, il y a enfin une autre forme d'esclavagisme moderne, celle-ci existe sur notre sol occidental comme ailleurs. Cette pression d'une globalisation néolibérale qui pousse le consumérisme jusqu'à considérer l'humain comme une marchandise, marchandisation du corps avec la GPA, les biobanques, etc. et l'explosion des protections salariales avec le phénomène d'ubérisation de notre société, la précarisation d'hommes et de femmes fragiles, souvent sans papier. Il est donc possible, pour reprendre Zygmunt Bauman, que notre société mondialisée soit devenue une gigantesque machine à produire du rebut, du déchet humain, comme il dit. Voilà l'esclavage dont on ne vous parle pas, mais dont nous allons parler tout de suite dans cette table ronde avec nos deux invités. Pierre-Alexandre Bouclet, bonjour. Bonjour Clémence. Vous êtes le directeur de Radio, président de Radio Courtoisie, et vous avez dirigé les revues de l'histoire du christianisme, notamment dans votre long parcours. Un sujet en tout cas de cet esclavage sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Nous sommes également avec Stella Kamga. Bonjour Stella Kamga. Bonjour Clémence. Vous êtes, vous, arrivée du Cameroun en 2017, chroniqueuse dans les Grandes Gueules aux éditions du Verbeo. Vous êtes auteur notamment de La France n'est plus la France. Et donc, c'est ça qui est aux éditions du Verbeo. Exactement. Et vous avez également beaucoup parlé de cette victimisation française et de cette culpabilisation autour de l'esclavage. Et vous avez beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais je me tourne pour commencer vers Pierre-Alexandre Bouclet. Et donc, ces lois mémorielles, notamment autour de l'esclavage. Et l'esclavage dont on parle aujourd'hui, c'est juste une forme d'esclavage. Alors moi déjà, en préambule, j'aimerais dire que vous parliez tout à l'heure de la responsabilité de la France, et il faut la prendre effectivement pleinement. Je pense qu'on devrait élever des statues à la France en ce jour de commémoration des abolitions de l'esclavage. Alors on parle surtout de la traite négrière, mais pour une raison extrêmement simple, c'est que l'esclavage a été une pratique répandue à travers toute la planète, à toutes les époques de l'humanité. Depuis Cro-Magnon, en gros, on a des traces d'esclavage humain. Il s'est répandu partout. On a eu des esclaves, tous les vaincus d'Alésia ont été réduits en esclavage par Jules César. Il n'est pas arrivé à la France de demander des réclamations à l'Italie, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais il s'est passé un truc phénoménal, c'est que la France est le premier pays dans l'histoire de l'humanité à avoir pensé à un moment donné que c'était une pratique abjecte et qu'il fallait l'abolir. Et la France est le premier pays du monde à avoir aboli l'esclavage, c'est-à-dire à avoir rendu illégal et ignoble une pratique qui semblait normale et banale à tout le monde. Et rien que pour ça, voilà, on devrait vraiment nous élever une statue. Je crois. Vraiment. Non mais c'est vrai, vous avez raison. Honneur à la France d'avoir aboli en premier l'esclavage. Stella Kamga, ce sujet, vous aussi, je vous ai déjà entendu réagir au sujet de la culpabilisation française. Exactement, qui n'a pas lieu d'être. C'est dommage que quand on parle justement d'une journée comme celle-ci, on a seulement tendance à voir juste un peuple en particulier qui a été victime d'esclavage ou alors qui a été sujet à l'esclavage, alors qu'effectivement, quand on recense l'histoire des différentes civilisations, la quasi-totalité des peuples ont connu cette période-là à un moment donné dans leur vie. Donc, c'était juste en gros la loi du plus fort sur le plus faible. Et il ne faut pas oublier qu'à ce moment donné-là, on ne parlait pas de véritable traite humaine en tant que l'esclave comme un humain ou comme une chose qu'il faut assujettir, mais surtout comme une main-d'œuvre. C'était la partie économique. Donc, à chaque fois, quand il faut ramener ce sujet-là sur la table, il faut se mettre dans le contexte. Il faut avoir le paradigme qui est différent de celui qu'on a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, oui, la France aujourd'hui est la terre, le pays des droits de l'homme, alors qu'avant, effectivement, il n'y avait pas des droits de l'homme. Donc, on ne peut pas juger cette période-là avec tout ce que ça comportait comme
comme ignominie, si on peut dire, avec les yeux d'aujourd'hui. Il faut rentrer dans le contexte de l'époque pour juger. Est-ce que ça veut dire que je légitime ou alors que je dis que c'est normal? Évidemment que non, mais quand on veut faire justement ce devoir-là de mémoire, il faut quand même être honnête sur les bords. Et surtout, ne pas oublier de rappeler qu'aujourd'hui, le débat n'est pas de savoir qui a rendu qui esclave, parce qu'on est tous des hommes libres, en tout cas en France. Mais il y a malheureusement, comme le rapport que tu as cité tout à l'heure de l'ONU, qui disait que oui, il y a encore des esclaves en 2022 dans les pays, dans des pays notamment de l'Afrique du Nord, de l'Afrique du Sud. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'on en fait? Et à chaque fois qu'il veut que la clique victimaire veut nous ramener ah oui, vous avez fait ci, vous nous avez tenus en esclave. Il faut simplement leur rappeler que il y a encore des esclaves et ces personnes-là ont besoin qu'on porte leur voix. Et bizarrement, il n'y a pas de porte-parole à ce niveau-là. Mais tout à fait, Stella Kamga, c'est aussi le sujet de cette table ronde, c'est-à-dire se tourner et ouvrir les yeux sur un esclavage qui continue d'exister, sur un esclavage qui a existé, mais dont on n'entend pas parler, Pierre-Alexandre Bouclet. Alors, oui, déjà, on pourrait parler de l'esclavage qui a existé, mais dont on ne parle pas. Donc, vous parliez tout à l'heure de 14 millions, non, ou 17 millions pour la traite arabo-musulmane. Alors, en fait, ça, c'est un chiffre donc, qui est à peu près officiel, mais il y a un deuxième chiffre qui est 14 millions pour la traite intra-africaine. C'est-à-dire que la traite arabo-musulmane a concerné, en gros, 3 grands flux. Alors, il y a même un flux dont on ne parle mais absolument pas du tout, qui est... la traite musulmane, en gros, c'est répandu selon 3 axes. La traite subsaharienne, enfin transsaharienne, à travers le Sahara, du Maghreb vers l'Afrique noire. La traite intra-africaine, qui allait ensuite jusqu'à Zanzibar pour l'Est. Mais il y a aussi toute la traite qu'on a appelée la traite des Blanches pendant un temps, et puis la traite des Barbaresques, qui consistait à partir notamment d'Alger, du bagne d'Alger et du Maghreb, ou des pays ottomans, enfin de l'Empire ottoman, vers les côtes européennes. Comme si le fait d'être blanc faisait qu'on n'avait pas le droit à avoir un minimum de compassion. C'est pas légitime non plus, si on parle de mémoire. Et Stella Kamga disait quelque chose de très très juste. Il faut vraiment faire un effort pour atteindre la vérité. Et là, on n'est même plus dans une logique mémorielle, mais on essaye d'atteindre une sorte de dimension scientifique, c'est-à-dire c'est le travail de l'histoire qu'on oppose à la mémoire. Exactement. Et le problème de la mémoire, c'est qu'elle culpabilise des pans entiers d'une population au profit des autres. Et le plus ignoble là-dedans, c'est que des gens qui vivent confortablement à Paris, à New York ou je ne sais où, généralement alimentés par des subventions publiques, se mettent à distribuer les bons points en prenant des crimes qui auraient été commis dans un contexte donné, comme le disait Stella Kamga, à une époque où, encore une fois, l'esclavage est normal. Alors, il est monstrueux, mais il est malheureusement une main-d'œuvre parce qu'on n'a pas encore la révolution industrielle. Exactement. Et on distribue les bons points en vivant peinard à Paris et en disant « Moi, j'ai beaucoup souffert. » Mais non, t'as pas beaucoup souffert, gamin. T'es riche, t'es député ou tu es je ne sais quoi. Et tes ancêtres ont souffert. Mais c'est pas toi. Donc, vous parlez de qui? Parce que si, par exemple, il s'agit de Madame Taubira, elle-même n'a pas souffert, parce que sa famille, justement, est issue d'une famille qui elle-même a pratiqué la traite. A pratiqué l'esclavage, mais absolument, mais c'est vrai. Donc on peut vraiment retourner... rigolo, oui. Et oui, donc la question quand même, c'est que la traite intra-africaine a fait, elle, 14 millions de morts, enfin 14 millions d'esclaves, pardon, et 17 millions d'esclaves pour la traite transsaharienne. Et pour les Européens, on ne connaît pas le chiffre. Ce qui est quand même assez fou. Moi, j'avais 10 millions pour la traite européenne, les chiffres de Petré Grenouillot. Ça, c'est la traite que les Européens ont pratiquée, le commerce négrier. Mais les Européens ont aussi été victimes d'esclavage. C'est-à-dire les barbaresques qui ont rasé les côtes françaises, italiennes, etc. On ne connaît pas le chiffre. C'est quand même assez... Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est pourquoi vous dites donc on a mis le braqueur sur une traite en particulier et pas du tout sur l'autre, notamment le fait que, par exemple, des blancs, donc en fonction de leur couleur de peau également, pouvaient être traités comme des esclaves. Ou de leur religion. Pourquoi ne pas avoir mis la lumière? Pourquoi ne pas mettre la lumière totale sur l'ensemble des informations? Pourquoi braquer seulement sur une forme de traite? Écoutez, c'est marrant parce qu'en 2006, quand la loi Taubira a été votée, 2006, Christiane Taubira avait dit on ne va pas traiter c'est le cas de le dire, on ne va pas traiter la traite arabo-musulmane parce que ça ferait peser sur le dos des petits arabes qui vivent en France le poids des méfaits commis par leurs ancêtres. C'est textuel, elle l'a dit. Tout à fait, elle l'a dit. Ça, c'est hallucinant de dire un truc pareil. Ça veut dire que culpabiliser les petits blancs, c'est pas grave du tout si le gamin il se sent coupable quand il va à l'école, mais culpabiliser un petit arabe, ça c'est criminel. C'est hallucinant. Ça veut dire vraiment qu'on n'est pas dans une recherche de vérité, mais dans une logique de politique et donc d'influence politique. Et c'est bien le problème des lois mémorielles, encore une fois, qui sont l'émanation d'une influence politicienne
contre une recherche de la vérité scientifique. Alors la loi Taubira, moi j'ai la loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Voilà, je crois qu'en 2006, il y a eu une loi qui a officialisé la traite, la reconnaissance de la traite négrière comme un crime contre l'humanité. Et si vraiment il fallait, je ne veux pas me faire porte-parole de quoi que ce soit, encore moins vouloir hiérarchiser l'horreur, mais si vraiment il fallait culpabiliser et parler de crimes contre l'humanité, je vous rappelle quand même que la traite arabo-musulmane, c'est 11 millions de castrés, 11 millions d'Africains castrés. Alors que, certes, les Africains qui ont été ramenés en Occident, de façon générale, au moins ils ont eu, si vous voulez, l'autorisation ou alors la latitude de pouvoir se reproduire, d'avoir des familles, même ceux qui se sont retrouvés aux États-Unis, où clairement, oui, jusqu'à présent, cette société-là est structurellement ségrégationniste, ce qui n'est pas du tout le cas de la France. Mais s'il fallait vraiment hiérarchiser l'horreur, on parle de 11 millions d'hommes castrés. Et ça, c'est énorme. Et ça, on n'en parle jamais. Là, il y a pas que... dans cette pratique-là, il y a la volonté d'effacer une identité, d'effacer un peuple. Parce que... C'est génocidaire. Voilà, c'est génocidaire. Ça empêche ces gens-là de se reproduire, donc de perpétuer leur génération, de perpétuer leur progéniture. Et ça, bien évidemment, lorsqu'on veut mettre ça en lumière, non, on a toujours, si vous voulez, ces gens-là de la bien-pensance qui nous expliquent que non, c'est pas les bons. En tout cas, ils n'ont pas la bonne couleur pour être les bons gourous. C'est ça le problème. Pardon, je rebondis là-dessus. Il y a un explorateur qui s'appelait Speke et un autre qui s'appelait Richard Burton, un homonyme du célèbre acteur plus tard, mais ça se passe au XVIIIe siècle, qui visite le marché aux esclaves de Zanzibar. Et il montre ce que vient de dire Stella Kamgan, c'est-à-dire il raconte l'horreur de l'esclavage des Africains par des maîtres arabes, et il demande à l'Angleterre de commencer à intervenir déjà au XVIIIe pour mettre fin à cette situation. Mais justement parce que ce sont des conditions inhumaines. Bon, en tout cas, Stella Kamgan, vous avez parlé de hiérarchisation. Vous avez dit qu'il n'est pas question de hiérarchiser. Non, il n'est absolument pas question de hiérarchiser l'horreur, mais seulement de mettre la lumière sur l'ensemble des éléments qui nous permettent de mieux comprendre et aussi, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, le contexte économique, historique de cette époque-là. On continue de parler et d'avoir cette table ronde autour de l'esclavage et de l'esclavage moderne dont on va parler dans la deuxième partie de cette table ronde. Mais tout de suite, on fait un rapide point sur les informations car il est 8h01 sur Ligne Droite. La reine Elisabeth II absente pour son discours du trône lors de l'ouverture de la session au Parlement aujourd'hui. C'est un événement important pour la démocratie britannique, mais la reine dit souffrir de problèmes de mobilité. Son fils, le prince Charles, la remplace. Elle n'a raté ce moment que 2 fois dans son règne car elle était enceinte. L'offensive russe s'intensifie dans le sud-est de l'Ukraine. Oui, les frappes continuent, notamment à Mariupol, où des civils et des militaires sont encore retranchés. Une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU sur la détérioration de la situation humanitaire en Ukraine doit justement se tenir jeudi. Une session demandée par la France et le Mexique. Elle sera la 16e réunion de ce Conseil de sécurité depuis l'invasion de la Russie du 24 février. La Russie qui veut tout faire pour éviter une guerre totale, selon les mots de Vladimir Poutine. Hier, lors de son discours de commémoration du 9 mai à Moscou, un discours court, en grande partie consacré à l'intervention en Ukraine. Vladimir Poutine ne déclare pas officiellement la guerre avec son voisin. En revanche, il a réitéré ses accusations envers le rôle des puissances occidentales dans ce conflit. Notre devoir, c'est de garder cette mémoire, d'honorer cette mémoire et de faire tout ce que nous pouvons pour que cette guerre globale ne se reproduise pas. En décembre de la dernière année, nous avons proposé un accord sur la sécurité globale. Nous avons toujours travaillé pour trouver un compromis pour prendre en compte les intérêts de tout le monde. Mais malheureusement, les pays de l'OTAN ne nous ont pas écoutés. Et cela veut dire qu'ils avaient déjà d'autres projets. Et c'est ce que nous avons vu. Ils ont préparé une nouvelle opération dans le Donbass, une invasion sur nos terres historiques, y compris la Crimée. Ils parlent de leurs armes nucléaires et cela est une menace immédiate pour notre pays.
Vladimir Poutine sur la place rouge hier en ouverture du défilé militaire du 9 mai qui affirme que la Russie intervient en Ukraine pour défendre la patrie russe. De son côté, Joe Biden réactive une loi datant de la Seconde Guerre mondiale, loi lui permettant d'accélérer notamment l'envoi d'équipements militaires en Ukraine. Et de l'autre côté, en Europe, l'Europe célébrait sa journée hier à Strasbourg au Parlement. Oui, les chefs d'État des 27 s'y sont réunis, l'occasion de dévoiler les résultats de la grande consultation citoyenne sur l'avenir de l'Europe lancée il y a un an et aussi les solutions proposées pour simplifier et rendre plus transparentes les décisions de Bruxelles pour l'Europe de demain. Lors de sa prise de parole, Emmanuel Macron a rappelé le soutien des pays européens à l'Ukraine et s'est dit favorable à une révision des traités de l'Union pour la rendre plus forte, notamment. Pour son premier déplacement en tant que chef d'État, Emmanuel Macron s'est ensuite rendu en Allemagne auprès du chancelier Olaf Scholz, comme le veut la tradition. Lors d'une conférence de presse, il a aussi affirmé savoir qui serait son Premier ministre, mais refuse pour l'instant de dévoiler son nom. L'été n'est pas encore là, mais la France manque déjà d'eau. Oui, la sécheresse s'étend sur l'Hexagone. Le déficit de précipitations atteint 25% en avril. 15 départements sont déjà touchés depuis le début du mois, dont les Bouches-du-Rhône, les Deux-Sèvres ou encore le Vaucluse. Les températures inhabituelles prévues cette semaine devraient empirer les choses, notamment pour les agriculteurs. 28 degrés sont attendus à Paris et des pointes à plus de 30 degrés attendues dans le sud. Allez, un mot de tennis avec un jeune prodige au Master 1000 de Madrid. Oui, Carlos Alcaraz a 19 ans. Il a remporté le tournoi ce dimanche en battant Novak Djokovic et Rafael Nadal. C'est actuellement le meilleur joueur du monde et définitivement l'un des grands favoris pour Roland Garros, assure Novak Djokovic, le tenant du titre de la Porte d'Auteuil. Roland Garros qui débutera le 22 mai et se finira le 5 juin cette année. Et on finit sur un point météo, Emmanuel. Et quelques nuages sont à prévoir ce matin en Île-de-France, en région Val-de-Loire et dans le nord, mais des nuages qui se dissiperont cet après-midi avec la hausse des températures. Température très douce pour la saison, comptez 21 degrés à Ajaccio, 23 degrés à Lille, 24 à Marseille et puis 27 degrés à Paris pour la maximale. Merci beaucoup Emmanuel Noël. Et tout de suite, nous retrouvons nos deux invités pour cette table ronde, l'esclavage dont on ne vous parle pas. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui, oui, oui. Non, non, non. La table ronde. Et je rappelle qu'aujourd'hui, le 10 mai, est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Donc nous parlons d'esclavage, mais de cet esclavage qui n'a pas le vent mémoriel en poupe. On a parlé de la traite des Blancs par exemple. On peut aussi parler de l'esclavage moderne dans ce deuxième volet de la table ronde. Nous sommes toujours avec Pierre-Alexandre Bouclet, président de Radio Courtoisie, qui a dirigé également les revues de l'histoire du christianisme. C'est bien ça Pierre-Alexandre. Et nous sommes toujours aussi avec Stella Kamga, auteure notamment de ce livre « La France n'est plus la France » aux éditions du Verbe Haut. Stella Kamga, je me tourne vers vous cette fois-ci pour l'esclavage moderne. D'abord, on peut parler dans les autres pays de ce qui se passe. On a commencé à l'évoquer rapidement en Mauritanie, en Libye ou les Ouïghours, par exemple, en Chine. Pourquoi cet esclavage-là fait moins parler encore que la traite négrière par les Blancs d'autres siècles? Mais parce que c'est comment dire, c'est ce nouveau mouvement de la cancel culture, si vous voulez, qui a désigné qui était l'ennemi, qui était la race à abattre, qui était les représentants du mal pour être caricatural. Et donc oui, tout ce qui se passe en dehors des terres caucasiennes est bien et ne mérite aucune attention. Le reste, écoutez, peu importe s'il y a une petite bavure policière, pas assis sans vouloir négliger quoi que ce soit ou accorder du crédit à qui que ce soit, mais ils ont décidé en tout cas que les personnes à abattre, les ennemis à abattre, c'était les Blancs, c'était les Européens et tout le reste, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne sont pas concernés. Et oui, comme tu l'as si bien rappelé, l'esclavage moderne aujourd'hui, les gens ils n'en parlent pas. Pourtant, on n'arrête pas d'en avoir des nouvelles tous les jours. Par où commencer, même en France. J'ai vu une émission, bien évidemment, par une chaîne pas du tout partisane, entre parenthèses, ironie, de Al Jazeera, qui expliquait qu'il y avait Merci pour la parenthèse. qui expliquait qu'il y avait des gens qui travaillaient dans les entreprises comme Deliveroo, comme Amazon, des entreprises de livraison, des entreprises qui faisaient dans le recyclage et qui ne payaient pas leurs employés. Est-ce qu'il faut rappeler
rappeler quand même que Al Jazeera a oublié de préciser que ces employés-là, déjà, ce ne sont pas des Blancs qui ne les embauchent pas, mais ce sont des Africains comme eux qui embauchent leurs confrères africains, qui confisquent leurs papiers, qui les font travailler avec des faux papiers et qui récupèrent leur salaire pour au final ne même pas leur donner la totalité de leur salaire. Ça, c'est ce qui se passe en France, ça, c'est ce qui se passe à Paris, mais bien évidemment, quand Al Jazeera va faire le documentaire, Al Jazeera ne mentionnera jamais que ces personnes-là, en réalité, sont les esclaves de leur propre famille parfois, de leurs amis ou des personnes soi-disant qu'elles connaissent, parfois même des associations qui prétendent défendre leurs droits, mais qui ne le font pas. Est-ce qu'on rappelle que ces personnes-là travaillent dans des conditions mais vraiment inhumaines, qui pédalent parfois au risque de leur vie en hiver, qui sont même pas parfois ces personnes-là ne sont même pas parfois couvertes, pédalent sous la pluie, sous la neige, le soleil, peu importe les intempéries, parfois pour être payés à 2 €, 3 € de l'heure. Il y a des livreurs de Deliveroo qui racontent délivrer des repas alors que crèvent de faim. Exactement. Et ça, on n'en parle pas. Ou alors, quand on va en parler, on va bien évidemment masquer la partie où ces personnes-là sont embauchées par leurs confrères, sont maltraitées par leurs confrères, voient leurs papiers confisqués ou même parfois retardés par l'administration, mais par leurs confrères et non pas par l'État. Stella Camguin, juste à ce sujet, vous-même, vous l'avez écrit dans votre livre La France n'est plus la France. Vous avez très mal vécu, l'accueil plus que mauvais de votre communauté camerounaise en France. Oui, ça a fait partie d'une de mes premières expériences ici, parce que quand j'arrivais en France, heureusement pour moi, je suis pas arrivée en situation irrégulière, parce que je me demande comment j'aurais terminé. Déjà, même en situation régulière, quand je demandais à trouver du travail, quand je cherchais à avoir des informations, on me disait que les seuls endroits où je pourrais trouver du travail, ce serait à Château-Rouge ou à Château-d'Eau, ou alors dans un McDo. Il n'y avait que ça qu'on m'offrait comme option. Et moi, vu que je ne connaissais rien de la France, j'ai essayé de me renseigner, de postuler, et même ça, vous voyez, ça n'a pas été concluant. Et c'est en postulant que j'ai rencontré des gens qui travaillaient effectivement dans des salons de coiffure, qui travaillaient dans des conditions ignobles, parfois qui dormaient même à même le sol. Et où ça vous voyez à Château-Rouge. Mais dans quelle entreprise? Dans des salons de coiffure, les salons de coiffure des personnes qui font des tresses africaines. Parfois, ces personnes-là dorment à même le sol dans des cartons dans ces salons-là parce qu'elles n'ont pas où vivre. Et ces conditions inhumaine de traiter de cette façon de traiter les gens de façon inhumaine, ça on n'en parle pas. Ou alors quand on va en parler, on va dire oui, c'est la responsabilité de l'État, c'est l'État qui pratique du racisme systémique, c'est l'État qui refuse de donner des logements, c'est l'État qui refuse de donner de l'emploi. Je ne dis pas que la vie est rose en France, loin de là. Non, je suis pas non plus naïve et je pense pas que la France c'est le monde des bisounours, mais il faut être réaliste. Très souvent ces personnes-là en situation irrégulière sont clairement victimes d'un esclavage moderne et très souvent leurs bourreaux sont les gens de leur communauté. Pierre-Alexandre Bouclet, donc il y a cet esclavage moderne-là. On a aussi parlé dans la marchandisation du corps, il y a aussi de la GPA, les biobanques qui sont mises en place de plus en plus et qui sont aussi une forme d'esclavage. Alors vous posiez la question, mais pourquoi on n'en parle pas ou pourquoi on en parle moins de l'esclavage moderne? C'est parce que déjà il faudrait lutter contre, c'est ce que vient de dire Stella Camguin. C'est plus facile de condamner les crimes qui se sont commis il y a 200 ans que de se battre contre ceux qui sont commis en ce moment. Quand on est un politicien, c'est mieux. Mais ensuite, ça fait aussi beaucoup d'argent. Ça fait des sommes auxquelles il faudrait renoncer. Ce sont des marchés. Par exemple, il faut quand même voir que l'esclavage domestique aujourd'hui, ça fait vivre des villes parfois. On vient de parler de l'ubérisation, on va dire, de l'alimentation, etc. Mais si vous prenez par exemple les femmes éthiopiennes qu'on embarque, mais par colonne entière, par convoi, comme au XVIIe siècle ou au XVIe siècle, et qu'on les emmène au Liban, par exemple, ou en Turquie, ou en Arabie Saoudite, et on les prive de leur passeport. On le voit. Enfin, si vous allez au Liban, on le voit. Au Koweït aussi. Oui, c'est visible à l'œil nu. C'est-à-dire les gens se font dépouiller comme ça de leurs papiers, et ensuite ils deviennent domestiques. Et là, c'est les domestiques de maison dans des trucs de diplomates ou de grande bourgeoisie arabe, mais c'est épouvantable. Alors ça arrive aussi chez nous, puisqu'on a eu des témoignages. Oui, tout le personnel d'ambassade, parfois. D'ambassade, exactement, ces choses-là. C'est monstrueux. Mais ça génère des profits. Et puis après, il y a tout l'esclavage dont on ne parle plus aussi, parce qu'il est tellement banalisé. Ce sont toutes les filles qui font le trottoir. Là, on est boulevard Murat, il y a le bois de Boulogne pas très loin, il y a Vincennes de l'autre côté. Il y a malheureusement des filles, et même des hommes aussi parfois, des enfants. Ça a commencé avec les filières roms, les filières d'Europe de l'Est après la chute du mur de Berlin, les filières africaines,
qui sont remontées aussi. Moi, je vois, on voit vous avez malheureusement... beaucoup travaillé, vous, sur les filières Roms, J'ai beaucoup travaillé, en gros, sur la traite des êtres humains. Et en fait, l'ONU dit qu'aujourd'hui, la traite des êtres humains, tout confondu, les enfants notamment également, c'est un des plus grands fléaux que l'humanité doit affronter, mais c'est aussi un des plus profitables pour les criminels. Parce qu'il est moins puni que le trafic de drogue et il rapporte plus d'argent. Donc ça, ce sont des faits, vraiment des éléments sur lesquels les gens qui luttent contre l'esclavage moderne devraient... que les gens devraient creuser parce que ce sont les vrais moyens de lutter contre. C'est-à-dire qu'il faudrait par exemple pénaliser beaucoup plus fortement la traite des êtres humains que ça ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avoir un esclave de maison, ça ne devrait plus être une chose où on dit bon bah écoute c'est pas gentil, tu recommenceras pas. Et puis le diplomate rentre chez lui. Est-ce que finalement c'est pas aussi du fait de cette société globalisée, multifrontiérisme, enfin l'ouverture des frontières totales et tout, qui finalement, bien sûr. Voilà, on passe dans une espèce de grand marché, et donc finalement le marché humain également, avec les plus fragiles, des pays qui les protègent moins, des gens qui sont plus précaires et qui deviennent la main d'œuvre gratuite pour d'autres prédateurs. Le criminologue Xavier Hofer me raconte souvent, quand j'ai l'occasion de le voir, que en 1989, donc le mur de Berlin s'effondre et que 6 mois plus tard, sur le rond-point des Champs-Élysées, il voit déjà arriver les premières prostituées d'Europe de l'Est. Et il me raconte avec dépit que la première coopération entre les polices européennes a démarré 5 ans plus tard. 5 ans plus tard. Les trafiquants ont mis 6 mois pour mettre des putes au bois de Boulogne et sur les Champs-Élysées. Les polices ont mis 5 ans pour commencer à travailler ensemble. Vous avez la réponse au problème. Oui. C'est la Kamga, sur ce grand marché mondial, finalement, où on peut se servir d'une main-d'œuvre gratuite ou à presque rien. C'est ça, c'est malheureusement, c'est la triste histoire, si vous voulez, de l'humanité. Parce que voilà, la main-d'œuvre étant gratuite, étant offerte, si vous voulez, que ce soit les hommes ou particulièrement les femmes, parce que maintenant ce n'est même plus qu'une simple main-d'œuvre de travail. Maintenant même les corps sont loués pour porter des bébés. D'ailleurs, avec la crise ukrainienne, on a vu qu'il y a un grand marché très répandu en Ukraine dont on n'en avait pas connaissance. Parce que maintenant... Oui, puis aujourd'hui, on entend les pauvres personnes qui avaient commandé leurs bébés qui se plaignent parce qu'elles sont bloquées. Il y a des bébés qui sont en otage dans des caves en Ukraine. Et ça... parce que les commanditaires ont un petit peu peur d'aller chercher les bébés commandés. On a vu ça. On a vu d'ailleurs un couple de femmes, pardon, si c'est une insulte, je ne veux pas offusquer quelqu'un, mais un couple de femmes lesbiennes qui sont françaises, qui sont parties d'ici pour aller chercher leur bébé en Ukraine et qui ont eu du mal à rentrer. Et donc elles sont rentrées en avion militaire. Oui, elles ont été escortées. Exactement. Donc c'est quand même horrible de se dire que voilà, ces pays-là, parce que voilà, le niveau de vie n'est pas aussi élevé. Voilà des pratiques auxquelles certaines personnes, que ce soit d'ailleurs des femmes ou des enfants ou des hommes, sont contraints. Ils se retrouvent dans ces milieux-là parce qu'ils ont besoin de manger, parce qu'ils ont faim. Et malheureusement, si vous voulez, moi, c'est ce qui me désole, si vous voulez, c'est que à chaque fois qu'on parle de ce phénomène-là d'esclavage, on a tendance à le minimiser ou à le circonscrire dans un domaine en particulier, à une race en particulier et surtout à une époque en particulier, c'est-à-dire dans le passé, alors qu'on est là dans le présent avec des réalités fortes, avec des personnes qui souffrent, avec de véritables victimes qui, pour le coup, vivent sous le coup de l'omerta et elles n'ont pas le droit de se plaindre, elles n'ont même pas le privilège ou le luxe de pleurer parce qu'elles n'ont pas la bonne couleur de peau, parce qu'elles n'habitent pas dans le bon pays. Parce qu'elles ne sont pas dans le bon courant idéologique. Alors parce qu'elles ne sont pas dans le bon courant idéologique et parce qu'elles ne sont pas, comme je te disais, dans le bon pays. Parce que, encore une fois, comme je te l'ai toujours dit, depuis qu'on se connaît, chaque fois que j'entends le Black Lives Matter, comme je l'ai renommé le Black Lives Matter, c'est des menteurs patentés. Expression anglaise pour dire la vie noire compte. Ils ont toujours, ils nous parlent de Black Lives Matter en France, c'est-à-dire des pays ou aux États-Unis, en gros des pays où les Noirs sont respectés, où les Noirs ont des droits, où on les écoute, où on les entend, alors que même dans leur propre pays, en Afrique, je n'arrête pas de le marteler, de le rappeler, de le répéter. Il y a des personnes, il y a des gens qui vivent mal, qui vivent sous le seuil de la pauvreté, de la misère, de le coup de la famine. Est-ce qu'on en parle de ces gens-là? Non, ces gens-là ont besoin de porte-parole et pour le coup, leur vie compte, mais visiblement, ça ne compte pas pour la société des victimes
européenne. Voilà. Justement, alors je voudrais qu'on revienne sur ce sujet, je pense, majeur pour finalement conclure cette table ronde qui pourrait durer des heures. Pierre-Alexandre Bouclet, on a parlé de la mondialisation, de la marchandisation des corps, notamment avec la GPA, qui, elle, ne fait pas partie des protestations de l'idéologie actuelle, on va dire Benjamin Stora et compagnie, qui est une idéologie qui est même, parce qu'elle est même valorisée par l'idéologie woke, qui elle-même se présente comme décolonialiste. Et là, on arrive à un paradoxe magnifique, où en fait ceux qui se disent décolonialistes et contre une forme d'esclavage sont eux-mêmes les promoteurs de la nouvelle forme d'esclavage. Bah oui, vous avez tout dit en fait. Je n'ai plus qu'à partir. non, mais il reste encore quelques minutes, Pierre-Alexandre. Mais non, mais c'est vrai. C'est toujours le problème de ces groupes d'influence qui se battent la coulpe sur le dos de leurs parents et qui eux-mêmes pratiquent des choses avec un cynisme assez glaçant, parce qu'effectivement les mouvements woke affirment des choses, ont des réclamations, ont des exigences de vie, notamment à travers les pratiques transhumanistes, c'est-à-dire la GPA, s'offrir un bébé alors que naturellement on n'y arrive pas. Et qu'on n'est pas équipé pour, si on est notamment des couples homosexuels, mais effectivement profiter de la faiblesse d'autres personnes à l'étranger, ça c'est pas grave du tout. Mais c'est exactement la même manière quand, sur un tout autre sujet, on va déclencher comment dirais-je, je perds mes mots, des chantiers d'exploration du gaz de schiste. Oui. Alors ça pollue énormément, mais si ce sont chez les autres, c'est pas très grave. Oui. Donc, tout à fait, oui. Le problème, c'est toujours que la pollution décalée. Oui, c'est ça. Et c'est comme les matériaux rares, les terres rares en Chine d'ailleurs, qui font ce qu'on appelle des villages cancer. Ils sont nommés comme ça là-bas, pauvres petits-enfants qui vont fouiller dans les terres et dans les mines. Mais en effet, au nom de l'écologie, nous, on va promouvoir ces terres rares dont on a besoin, notamment pour c'est ça. les panneaux photovoltaïques. Et aujourd'hui, on cause du tort à des êtres humains, pour revenir sur la question de l'esclavage et du trafic d'êtres humains. On cause du tort sans aucun problème, mais on habille ces mots, MAUX, avec de jolis mots, MOTS, et c'est Tartuffe, si vous voulez. C'est vraiment cacher ce sein, et c'est cacher cette misère, parce que celle-ci, je n'ai pas soit les moyens, soit l'envie de la combattre. C'est ça, la vérité, c'est ça, c'est je n'ai pas l'envie ou je n'ai pas les moyens de la combattre, donc je l'habille avec de jolis termes, ça fait moderne, ça fait cool, et en plus, j'en profite. Pierre-Alexandre Bouclet, est-ce que c'est pas ça finalement la définition de l'esclavagisme moderne, c'est celle d'un esclavagisme qui de bonne conscience, de bonne aloi, de bonnes valeurs. Bien sûr, c'est complètement ça. Alors qu'avant, je crois pas pour le coup que les traites négrières dont on a parlé, les traites interafricaines ou eux-mêmes européennes, aient fait partie, aient été vantées comme quelque chose de bénéfique ou de. Non, c'est ce que disait Stella Kamgan tout à l'heure, c'était vraiment de la main-d'œuvre. Alors je pense que c'est une époque aussi extrêmement violente, ces siècles passés, où on voit, par exemple, même le médecin de Louis XIV qui arrache à Louis XIV la moitié de sa mâchoire. Non mais c'est sérieux. La médecine, par exemple, de l'époque est d'une violence. C'est insoutenable. Moi, je connais un réalisateur ici qui souffre beaucoup en ce moment avec son dentiste. Les mouvements woke en soi, c'est des mouvements complètement paradoxaux. C'est les mêmes personnes qui glorifient la traite l'esclavage moderne. Oui. C'est les mêmes personnes qui glorifient l'esclavage moderne. En même temps, c'est les mêmes personnes qui les condamnent, entre guillemets condamnées, parce qu'ils condamnent dès que ça concerne une race en particulier ou une civilisation en particulier. C'est que les mouvements woke, c'est les mouvements qui vont dire que voilà, ils luttent contre le patriarcat, mais dès que on s'adresse au patriarcat religieux musulman, on n'en parle pas. C'est les gens qui vont dire qu'ils luttent contre l'esclavage, mais dès qu'on va parler de l'esclavage en Afrique et dans tous ces pays-là qui souffrent des Ouïghours et tout ça, on n'en parle pas. C'est les mêmes personnes qui vont nous dire qu'ils sont pour l'écologie et qui vont vouloir sanctionner les pauvres Parisiens parce qu'un pauvre Parisien, parce qu'il a une voiture, on va lui dire non, il faut que tu marches à pied, il faut que tu prennes un vélo, mais qui va fermer les yeux sur la façon dont on récolte le cobalt dans d'autres pays. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est des affabulateurs, c'est des magiciens. Il faut pas les écouter parce qu'ils se contentent de juste dire on se focalise sur une partie du problème et encore quelle partie, la partie qui a même les solutions, et on oublie l'envers du décor, on oublie les dessous de l'iceberg, pour le coup, qui mérite toute notre attention.
Pour conclure sur cet esclavage moderne, on peut peut-être dire méfiez-vous des bons sentiments. Merci beaucoup à vous deux. Merci Pierre-Alexandre Bouclet, président de Radio Courtoisie, que tous nos auditeurs connaissent bien évidemment. Et vous avez dirigé aussi, nous le précisons ici, puisque ça va dans le sujet, les revues de l'histoire du christianisme. Merci à vous Stella Kamga. C'est nous qui te remercions, Clémence. Vous êtes auteur notamment de La France n'est plus la France aux éditions du Verbeo. Et c'est vrai que vous le portez, ce Verbeo. Merci à vous deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.